Bienvenue à la séance publique du Conseil municipal du lundi 5 août 2024. Pour débuter, au nom du Conseil et à mon nom personnel, je souhaite offrir mes plus sincères condoléances à l'ancien maire de Saint-Hyacinthe, M. Claude Bernier, à la suite du décès de sa conjointe, Louise Bernier, survenu le 12 juillet dernier. Les funérailles ont eu lieu hier et quelques membres de notre administration étaient présents pour leur présenter leur sympathie. Nos meilleures pensées vous accompagnent, M. Bernier. J'enchaîne avec une excellente nouvelle. Je dirais même qu'il s'agit d'un rêve qui deviendra réalité pour tous les membres du Conseil municipal. En effet, nous adopterons le règlement d'emprunt pour finaliser l'acquisition des terres des Sœurs de la Charité dans le but d'y aménager à perpétuité un parc nature de plus de 108 hectares dans la partie sud du territoire de la ville de Saint-Hyacinthe. Ce futur parc nature sera situé à l'intersection de la rue des Seigneurs-Ouest et de l'avenue Bourdage-Sud. Vous le savez, notre intention première est de protéger ces espaces naturels et de les rendre disponibles à toute la communauté mascoutaine. Il s'agit là d'une destinée que partagent les Sœurs de la Charité de Saint-Hyacinthe pour ces lieux. C'est donc une excellente nouvelle qui s'inscrit tout à fait dans notre plan de développement durable. Le terrain situé dans le projet du futur parc de la Métairie est un des rares terrains ayant un cours d'eau qui a conservé ses caractéristiques naturelles sur le territoire de Saint-Hyacinthe. Notre plan d'aménagement est encore à ses débuts, mais nous prévoyons créer une zone dédiée à des jardins d'innovation, une zone pour une forêt nourricière de type arbres et arbustes fruitiers, ainsi qu'une zone vouée à l'agriculture durable. Elles seront accessibles au public et permettront de sensibiliser la population, de goûter les produits et d'observer tous les efforts nécessaires en amont de la récolte. Le projet du parc de la Métairie permettra la conservation de terres pour l'agriculture durable, la bonification des bandes riveraines, la sensibilisation et l'éducation avec des panneaux et affiches pour l'interprétation et activités de terrain, la collaboration avec divers acteurs tels que l'Institut de technologie agroalimentaire du Québec, l'ITAC, le Jardin Daniela Séguin, la MRC des Mascoutins, l'opération Partenariat Action Jeunesse et en environnement, le Comité de citoyens et citoyennes pour la protection de l'environnement mascoutin, les écoles et les garderies, les comités de bassin versant, l'OBV Yamaska et possiblement avec les universités également. Car c'est un projet à grande échelle avec un bon potentiel de recherche et un réel mariage entre l'agriculture et l'environnement. Ce projet se veut un parc à vocation différente de celle du parc Les Salines, qui est plus basé sur les activités récréo-touristiques dans un milieu boisé où la diversité est différente. Le règlement d'emprunt qui sera adopté ce soir permettra d'acquérir les terres pour la somme de 6 693 670 $. À ce montant qui est versé aux Sœurs de la Charité s'ajoutent des frais de financement, de contingence et d'honoraires professionnels pour un total de 6 871 000 $. De son côté, la Congrégation des Sœurs de la Charité de Saint-Hyacinthe est heureuse d'annoncer qu'elle va faire un don de 50 du montant reçu par la Ville de Saint-Hyacinthe pour l'acquisition de ces terres agricoles, soit un montant de 3 346 835 $. Elle confirme que ce don sera versé à la Fondation du Grand Montréal pour créer un fonds de dotation dont le capital sera conservé en permanence. Une distribution sera faite annuellement à la Ville de Saint-Hyacinthe à même les revenus de placement du fonds pour financer une partie des coûts liés au nouveau parc qui sera créé. Cela permettra d'assurer la pérennité de l'aide apportée par la congrégation à la population mascoutaine pour son nouveau parc. Nous sommes très heureux de cette entente et de cette acquisition. Nous le savons, nos citoyennes et citoyens apprécient d'avoir la chance de profiter de nos nombreux parcs extérieurs. Les bienfaits des espaces verts sur la santé publique ne sont pas à prouver. Je dirais même que c'est essentiel sur le plan physique, mental et social pour tous.
Pour poursuivre dans notre volonté de faire de Saint-Hyacinthe une ville encore plus verte, j'aimerais revenir sur le sujet de la plantation des arbres. Notre objectif est d'accroître la canopée à Saint-Hyacinthe, ce qui permet notamment de réduire les îlots de chaleur. Pour y arriver, il faut qu'il y ait plus d'arbres partout à travers la ville et pas seulement au parc Les Salines ou encore sur les terres de la Métairie. Cela passe aussi par des plantations d'arbres dans tous les différents quartiers. Cette année, nous avons planté plus de 565 arbres le long des rues, dans l'emprise publique de la ville, devant des propriétés. Je tiens à vous partager quelques informations à ce sujet, parce qu'il y a plusieurs choses qui ont été dites et ce n'était pas tout à fait exact. Dans un premier temps, je crois qu'il est important de préciser qu'une correspondance a préalablement été distribuée à toutes les résidences devant lesquelles une plantation a été effectuée. Cette correspondance faisait mention que les services des travaux publics procéderaient dans les prochaines semaines à une plantation d'arbres dans l'emprise municipale située devant la propriété. Les personnes concernées étaient invitées à communiquer avec un responsable de l'horticulture pour toute demande d'information ou préoccupation à ce sujet. 2 semaines avant la plantation, un marquage à la peinture était effectué sur le terrain et sur la bordure de béton, ce qui laissait le temps aux citoyens de réagir et d'interpeller le service des travaux publics au cas où le site de plantation n'était pas à leur satisfaction. L'année dernière, nous avons procédé exactement de la même façon pour notre blitz de plantation et aucune plainte ou appel téléphonique n'avait été fait en lien avec cette opération. Cette année, l'équipe des parcs et horticulture a discuté avec environ 150 citoyens pour répondre aux questions, convenir d'un nouvel emplacement sur le même terrain ou d'une autre essence d'arbres parmi les options disponibles. À la fin de l'exercice, une très faible proportion de citoyens étaient en désaccord avec l'opération. Concernant le lieu de plantation, il va sans dire que nous avons la contrainte de planter dans notre emprise municipale, ce qui limite la marge de manœuvre et les solutions alternatives. Il faut aussi se tenir loin des infrastructures souterraines et prévoir le dégagement nécessaire aux opérations de déneigement des trottoirs et bordures. La plantation a été répartie dans chaque secteur où l'emprise municipale permet une plantation. Le seul endroit où la plantation n'est pas possible est le district Cascade, au centre-ville en raison des nombreuses marges zéro. Dans chacun des autres secteurs, les sites ont été choisis en raison de la faible quantité de plantations actuelles. Toutefois, il n'y a pas de décompte précis effectué en nombre d'arbres, puisque d'une propriété à l'autre, les résidents n'ont pas tous le même intérêt à verdir leur terrain et les quantités d'arbres en place peuvent varier entre les propriétés. C'est à partir d'une analyse visuelle globale que les choix sont faits et bien entendu, selon l'espace qu'offre l'emprise pour la plantation. Lorsqu'une artère est retenue, nous procédons à l'analyse de toutes les adresses et non seulement des propriétaires qui n'ont pas de plantation. Un choix stratégique est fait en fonction des arbres et arbustes déjà en place et selon l'espace possible en fonction de la superficie du terrain et de l'emprise. La planification des plantations et les commandes sont effectuées en période hivernale par l'équipe Parc et Horticulture avec l'aide de l'application Google Street View. Il est donc normal, une fois le printemps venu, que certains ajustements soient effectués quant aux emplacements et aux essences d'arbres sélectionnés. Les derniers ajustements sont faits sur le terrain lorsque le marquage à la peinture est effectué. Pour poursuivre avec les contraintes et la plantation, il faut aussi s'ajuster en fonction des fils électriques. Il faut savoir que la première série de fils que l'on retrouve dans la section basse des poteaux est celle des communications. Ces derniers sont sans danger et n'empêchent pas la ville de faire l'entretien de l'arbre ou l'émondage des branches au besoin. La filerie supérieure appartient à Hydro-Québec, se trouve dans la partie haute des poteaux, soit à plus de 35 pieds, 10 mètres. Le choix des arbres plantés a été fait en fonction de leur potentiel de développement et de la ligne électrique afin de ne pas toucher celle-ci.
Finalement, avec notre nouvelle équipe d'élagueurs, nous serons en mesure de contrôler le développement de ces arbres avec des tailles de formation dans les 5 premières années suivant la plantation. Il est alors possible d'effectuer des coupes directionnelles pour orienter de façon contrôlée le développement de ces arbres. Cette procédure a été entérinée par Hydro-Québec. Nos équipes communiquent régulièrement avec une partenaire d'affaires dans le domaine horticole chez Hydro-Québec et nous allons nous assurer que la procédure est toujours d'actualité. Vous comprendrez que c'est tout un travail de planification avec des critères différents à chaque lieu. Je tiens à réitérer notre fierté d'avoir planté plusieurs centaines d'arbres cette année. Il s'agit d'une action importante pour augmenter les espaces ombragés dans les secteurs résidentiels et contribuer à la diminution des gaz à effet de serre. Ce geste s'inscrit également dans la politique de l'arbre et dans le plan de développement durable de la ville de Saint-Hyacinthe. L'augmentation de la canopée est un levier non négligeable pour agir sur le verdissement du territoire et ainsi diminuer les îlots de chaleur. Pour poursuivre sur la thématique environnementale, l'interdiction d'arrosage des pelouses sur l'ensemble du territoire a pris fin le 1er août. Dame Nature a été généreuse en pluie, mais je tiens à remercier chaleureusement tous ceux qui ont respecté la nouvelle réglementation en vigueur. J'espère aussi que vous avez pu constater que votre pelouse se porte bien et qu'en juillet prochain, elle sera prête à relever de nouveau le défi. Dans un autre sujet, ce matin, nous avons amorcé notre plus grand projet routier de la saison à l'intersection des boulevards Laurier-Ouest et Casavant-Ouest. Ce chantier vise à améliorer la sécurité des lieux et à faciliter l'accès au commerce à proximité. Au fil des années, plusieurs incidents nous ont été rapportés à cet endroit en raison de la configuration actuelle qui présente des enjeux de sécurité pour les piétons, les cyclistes et les automobilistes, mais surtout pour les enfants qui fréquentent la garderie tout près. La géométrie de l'intersection a donc été complètement revue afin d'assurer une circulation sécurisée pour tous. Les travaux devraient durer 10 semaines et seront réalisés par phase afin de réduire les impacts sur les usagers et les commerces avoisinants. Plus précisément, les interventions comprendront principalement l'ajout d'un terre-plein central éliminant le mouvement à contresens des véhicules sur le boulevard Casavant-Ouest au nord de l'intersection, l'élargissement de la chaussée du boulevard Casavant-Ouest permettant d'ajouter une voie de virage supplémentaire à gauche de chaque côté de l'intersection, l'aménagement d'un trottoir autour du restaurant Tim Hortons. Bien que la première phase des travaux s'est amorcée aujourd'hui, les impacts sur la circulation débuteront le 14 août. Des panneaux de signalisation seront ajoutés à plusieurs endroits sur le chantier et dans les rues environnantes pour faciliter les déplacements de tous. Malgré les mesures en place, un ralentissement de la circulation pourra être observé. Je vous invite à prévoir vos déplacements en conséquence. Enfin, je vous rappelle de faire preuve de prudence à l'approche d'un chantier routier, en respectant la signalisation et la limite de vitesse indiquée. Je vous invite à vous rendre sur notre site Internet pour connaître les chemins alternatifs. En termes d'activités estivales, c'est samedi que se terminait la traditionnelle Expo agricole. Depuis 186 ans, l'Expo de Saint-Hyacinthe est une façon de célébrer l'innovation qui se distingue dans notre région. Cette année, c'était la 187e exposition. Et nous en sommes très fiers. Il s'agit d'une occasion unique de se divertir en famille et de découvrir le monde agricole et agroalimentaire qui allie tradition et passion. Nous avons accueilli des centaines de milliers de visiteurs, plus exactement 171 800 visiteurs qui sont allés à l'exposition agricole de Saint-Hyacinthe, qui ont pu assister à de nombreux spectacles pour adultes et enfants, admirer les animaux de la ferme, s'amuser dans un vaste parc de manèges et découvrir de savoureux produits du Québec. Saint-Hyacinthe est fier d'être partenaire de cet événement depuis toutes ces années. Ce rendez-vous unique
ouvre une fenêtre sur notre savoir-faire et représente un moteur touristique et économique important pour notre région. L'organisation de cet événement nécessite des mois de travail acharné. Le conseil municipal félicite donc chaleureusement le comité organisateur et l'équipe d'employés de l'exposition agricole, le directeur général, M. David Messier, et le président. J'ai un petit blanc en ce moment, je m'excuse, M. Richard Lagacé. Nous espérons que les familles ont apprécié cet événement et contribueront de découvrir notre belle région mascoutaine. Pendant l'expo agricole, les Beaux Mardis de Casimir ont fait relâche. Par contre, ces soirées gratuites seront de retour dès demain, le 6 août à 19h30, avec le groupe Cain, à ne pas manquer. Et pour terminer les Beaux Mardis de Casimir en beauté, nous accueillerons Bleu Jeans Bleu le mardi suivant, le 13 août. Pour ne rien manquer des meilleures soirées de l'été, visitez la page Facebook de la ville de Saint-Hyacinthe. En cette saison estivale, le Parc Les Salines vous offre plusieurs installations gratuites pour profiter du beau temps. Les sentiers de randonnée sont ouverts tous les jours, comme les modules de jeux pour amuser les jeunes. Le Parc Les Salines compte également 2 terrains de volley-ball. N'oubliez pas votre maillot de bain puisque les jeux d'eau sont accessibles en tout temps. Pour favoriser la bonne cohabitation entre les usagers, vous êtes invités à libérer les installations lorsque vous avez terminé de les utiliser. Plus à l'ouest, nous vous invitons à découvrir la rivière Yamaska sous un nouveau jour en louant une embarcation au centre nautique. Les réservations se font en ligne à compter de 18 heures pour le lendemain. Kayak, pédalo ou canot, tout est disponible au centre nautique. Pour plus de détails sur les horaires et les réservations, visitez le sainthyacinthe.ca/centre nautique. Déplaçons-nous vers le centre-ville. Un premier café-rencontre se déroulera le 15 août de 10h à midi à la bibliothèque Théa Saint-Germain. Les informations récoltées permettront de mettre en place des actions nécessaires en concertation avec les organismes de la région visant à favoriser le sentiment de sécurité de la population, augmenter les connaissances favorisant un mieux vivre ensemble et d'agir en prévention de la criminalité. D'autres rencontres seront prévues plus tard avec les commerçants et les autres groupes de la population. De son côté, le service de sécurité incendie vous rappelle l'importance de disposer de vos mégots de cigarettes adéquatement afin d'éviter les incendies. Savez-vous qu'un mégot de cigarette peut se consumer durant plus de 3 heures? Annuellement, en période de sécheresse, les pompiers reçoivent une quinzaine d'appels pour des feux en lien avec des mégots de cigarettes. C'est pourquoi il est très important d'éteindre vos mégots dans un cendrier conçu à cet effet, de placer les cendriers loin de tout objet ou surface inflammable et de vérifier que tous les mégots sont bien éteints et en y versant un peu d'eau avant de vider un cendrier.